Bienvenue à ce nouveau rendez-vous, les décodeurs. Comme vous le savez, depuis le lundi, le président de la transition s'est séparé de son ministre de la Défense dans le cadre d'un léger remaniement qui a concerné seulement son poste. Alors, question, pourquoi maintenant ce limogeage? C'est notre premier thème de débat. Comme deuxième sujet, nous allons aborder la question de la communication du pouvoir de la transition. Sur ce plateau ce soir, j'ai comme invité Naba Sebgo, chef coutumier, bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, monsieur Lebouré Crépin-Zanzé, expert en communication et sécurité, bonsoir. Bonsoir, monsieur Traoré. Bienvenue à cette émission. Merci. Labidi Naba, bonsoir, président de Observateurs sans frontières. Et vous êtes aussi le coordinateur de la table ronde Nouvelle Génération. Tout à fait. Bonsoir, monsieur Traoré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur cette table ronde Nouvelle Génération? Oui, en 2 secondes. En 2 secondes, il faut dire que la table ronde Nouvelle Génération est un rassemblement de la nouvelle génération pour les interpeller. Donc, pour l'interpeller sur sa responsabilité actuelle de travailler et de ne travailler que pour la survie de la nation, en taisant les égos qui animent les uns et les autres, qui souvent sont des égos et des guerres byzantines par procuration. D'accord. Quatrième invité, Alidou Ouedraogo, président du PDJ. Il est deuxième vice-coordinateur de la coalition centriste pour la paix, CCP. Bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, téléspectatrices et téléspectateurs. La coalition centriste pour la paix, c'est une nouvelle organisation de la société civile ou un parti, un regroupement de partis politiques? Non, c'est un regroupement de partis politiques qui a vu le jour en mai 2022 pour effectivement se concentrer sur la paix, rien que la paix, pour que le pays retrouve la paix et le vivre ensemble. Merci bien. Les décors étant plantés, comme vous le savez, je le disais en titre, en introduction, le président qui s'est débarrassé de son ministre de la Défense, comme on dit souvent, en plein vol. Alors, on peut dire que c'est une décision osée ou pas? Je commence par Alidou Ouedraogo, allez-y. Ok, donc merci. Bon, c'est vrai que moi, mon analyse est autre. Vous savez, les postes ministériels, c'est une succession de nominations, dénominations, si on peut dire ainsi. Les gens occupent des postes de responsabilité, ils jouent leur rôle, et voilà. Donc pour nous, on s'inscrit dans ce. Donc pour nous, j'entends limogeage, mais vous voyez que le président, c'est un militaire qui a ses compétences, qui a sa façon de faire. Le ministre de la Défense, c'est un militaire qui a sa façon de faire. Et si vous regardez, quand on recouple, on peut faire même les pays qui sont en démocratie. Regardez très bien le pays, quand le président même est économiste, regardez même en Côte d'Ivoire, vous allez voir que le portefeuille de l'économie au départ, Alassane Ouattara s'était attribué ça. D'abord pour effectivement donner ses orientations bien précises avant de lâcher au fur et à mesure. Je pense que c'est dans cette stratégie que nous on se situe. Et je pense que le président sait ce qu'il fait et nous suivons. Naba Sebgo, n'est-ce pas un coup de massue tout de même? Bon, moi je ne sais quoi dire. Est-ce qu'on s'y attendait? Il fallait s'y attendre parce que c'est le ministre de la Défense de Roch Kaboré. On ne sait pas comment il s'est retrouvé chez ceux-là qui ont fait tomber Roch Kaboré. Soit il a trahi Roch Kaboré, bon, soit il était au courant de tout ce qui se passait. Et nous Bernard, quand il était à la télé, qui disait que il maîtrisait la situation et que c'était un groupuscule autre. Voilà. Donc nous, on a conclu qu'il a trahi le président Kaboré et pour être avec le président Damiba. Aucun homme intelligent sur la terre ne peut accepter indéfiniment les services d'un traître. Peut-être qu'il allait aussi à le consentement de Roch Kaboré. À moins que vous ayez des informations. Écoutez, oui, allez-y. Roch n'a pas de consentement à partir du moment où il était prisonnier. Je vous le dis, il n'a pas de consentement. Il ne fait que accepter ce qu'on lui dit. Il ne peut pas, étant prisonnier, quelqu'un qui n'a pas ses droits, qu'est-ce qu'il peut empêcher? Alors qu'il l'accepte ou pas, il est là-bas. Alors toi, tu étais dans le gouvernement Roch. Les soldats sont venus faire tomber le gouvernement. Tu t'es retrouvé dans cette même équipe qui a fait tomber ton gouvernement. C'est que tu étais au courant de quelque chose. Pour moi, il a trahi et ça l'a rattrapé. C'est comme ça. Aujourd'hui, le président Paul Damiba a pris la charge
comme Roch Kaboré l'avait fait, comme Blaise Compaoré l'a fait à un certain moment, récupérer le poste ministériel de la Défense et ajouter à sa charge. Moi, c'est là où se trouve l'inquiétude. Parce que déjà, président du FASO, président du Conseil des ministres... D'accord, on va longuement en parler, hein, ça sera un des sous-thèmes de ce débat. Alors, Naba Labidi, ça vous étonne pas, c'est pas un coup de massue pour vous, ce limogeage ou ce débarquement du ministre de la Défense qui sont rentrés à peine de Niamey oui, il faut dire aussi que allez-y. Il y a eu l'évaluation des différents ministres, ça c'est vrai, par le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement. Il y a eu cette mission où il y était au Niger. Pour moi, ce remplacement-là est dans l'ordre normal des choses. D'accord. Il faut savoir que nous sommes en guerre et il est du loisir et surtout de la responsabilité du chef de l'État, sur qui d'ailleurs l'opinion se lève de plus en plus pour dire que non, ils ne sont pas au fond, et voilà. Il n'y a pas de fond plus que les responsabilités d'un ministre de la Défense, plus que les responsabilités d'un chef suprême des armées qu'il est. Et pour moi, je dirais tout simplement, très rapidement, que nous sommes en guerre et dans ce contexte-là, il faut que le président travaille à pouvoir diligenter non seulement les questions militaires, les achats d'armes, les achats d'équipements, et aussi à traiter les dossiers de façon diligente avec les ministères, les différents ministères concernés. Voilà, je pense que stratégiquement, ce poste-là, il l'a pris de façon circonstancielle pour pouvoir justement juguler ces différentes questions qui se posent aujourd'hui à notre armée. Monsieur Lebouré Zanzé, alors comment vous avez pu vous analyser ce réaménagement technique qui n'a concerné que le ministre de la Défense? Voilà. Bon, moi je l'ai accueilli comme tous les Burkinabés et je me dis que tout ce que nous pourrons dire sur ce sujet n'est rien d'autre que des supputations, parce que personne de nous n'est dans les secrets de Dieu. Bien évidemment, oui. Personne ne... Je suis sûr qu'aucun Burkinabé ne pourrait entendre à la fois le général Aimé Semporé Barthélemy et le président du FASO, le chef de l'État, qui sont arrivés à prendre cette décision. Conséquence, ce que nous dirons, je l'ai dit, ce sont des hypothèses. Au-delà de ces hypothèses, qu'est-ce que l'œil avisé, l'homme qui observe les choses de bout en bout peut dire? C'est qu'il y a des signes et des faits qui découlent de cette action qui peuvent être effectivement très bien appréciés et des deux côtés, aussi bien du général Aimé Barthélemy Semporé que du chef de l'État, au profit naturellement de la nation, de la construction de la paix. Ce n'est pas que à ce niveau qu'il faut observer. Dans nos petites entreprises, il arrive qu'on se sépare d'un plus important à un moment donné parce que effectivement, soit les compétences de cette personne veulent être redéployées quelque part d'autre, ou on veut amener quelqu'un d'autre qui est proactif ou qui est moins actif par rapport à telle ou telle action. Et nous sommes dans une situation de guerre où le peuple a par exemple peut-être besoin des gens qui agissent très rapidement. Et pour la connaissance de l'homme, le général Aimé Barthélemy Semporé que je connais, c'est quelqu'un qui a eu sous sa coupe toutes ses autorités militaires aujourd'hui. Ils sont passés par son école parce qu'il a été d'abord le commandant de l'école des cadres des forces armées, le CIFA, avant d'être le commandant du commandement des écoles et centres de formation. Et ensuite, il est passé par l'académie militaire Georges Namoiano. Puis, il est également passé par le 30e RIC. C'est pour dire, et avant de venir par occuper encore un poste stratégique au niveau de l'état-major général des armées, où il va être propulsé au rang de général de brigade. C'est pour dire qu'il connaît plus ou moins. On peut se faire toutes ces analyses, on peut se faire toutes des idées. Mais ça reste encore de l'ordre du secret. Ce que moi j'ai pu retenir qui est intéressant dans cette histoire, c'est l'honneur qui lui a été rendu
après avoir rendu, ce matin même, après avoir quitté le portefeuille ministériel. Ça peut être de sa propre volonté, il exprime au chef de l'État, ça peut être aussi une approche du chef de l'État pour lui dire, ben écoute, nous sommes arrivés à un certain niveau où je souhaite humblement avoir les dossiers avec moi pour les traiter de façon le plus diligente possible. Donc ne regardons pas ce qui peut être négatif, mais regardons ce qui peut être positif et voyons les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Et le plus important, c'est que nous puissions aller vers la paix. Et je crois que leur façon de passer le témoin entre eux augure quand même une bonne dynamique dans l'histoire de ce pays. D'accord. Monsieur Labidi Naba a évoqué un fait aussi important. Le gouvernement, les membres du gouvernement ont été évalués. Est-ce que aussi une mauvaise note, suite à une mauvaise note obtenue je ne pense pas qu'une mauvaise note aurait été attribuée par monsieur Albert Ouédraogo. Parce qu'il s'est dit aussi qu'entre le Premier ministre et le ministre de la Défense, le courant ne passait pas. Ça, ce ne sont que, pour ma part, personnellement, ça a toujours été le cas partout où on se retrouve. Vous pouvez penser que le courant ne passe pas et c'est tout normal. Si le Premier ministre estime, par exemple, que pour telle ou telle raison, même moi, aujourd'hui, si je suis le premier responsable d'une structure, je peux estimer que des gens aient des écarts de comportement. Il n'y a pas seulement que la compétence, la rigueur au travail compte beaucoup. Et si le Premier ministre estime, il peut effectivement dire que bon, je ne peux pas évoluer avec des gens qui partent dans ce sens. Et l'armée, effectivement, c'est la rigueur. On te note pour que tu puisses porter ton grade. Et le président a fait confiance au Premier ministre. Si le Premier ministre apporte effectivement des appréciations sur le ministre de la Défense, ce qui va m'étonner, parce que le président himself, c'est quelqu'un aussi qui sait étudier, il sait analyser. S'il a confié le portefeuille de la Défense à tel point qu'il a bombardé du rang ou du titre de ministre d'État, ça veut dire quand même qu'il savait ce qu'il voulait. Et si à un moment donné, il décide de le démarquer, il sait encore ce qui le motive à faire cela. Le ministre d'État dépendant moins du Premier ministre. Tout naturellement, tout naturellement. Alors, M. Ali Ouédraogo, Naba Sevgo l'a évoqué. Est-ce que c'était le moment aussi de le débarquer, tout en sachant qu'il était avec, pour certains, il a trahi Roch Kaboré pour se retrouver dans le gouvernement de... Voilà, celui qui a renversé son patron d'hier. Est-ce que, bon, c'était le moment de le débarquer, à peine 6 mois, même pas une année de collaboration? Bon, c'est vrai, en fait, comme le Bourré le dit, en fait, ce sont des conjectures que nous sommes en train de faire. Des tout à fait, ouais, bien évidemment. On est en train de décoder les faits. Même dès les premiers moments de la prise de pouvoir, vous voyez que même, il y a eu même sur les réseaux sociaux, il y a eu de l'acharnement sur le général. Et même, je crois, à une des conférences de presse, il y a eu des questions qui lui étaient directement adressées. Et il a dit qu'il répondrait au moment opportun. Je pense que oui. Ce moment opportun-là, je pense qu'il est là. Je pense que si on observe ce qui s'est passé aujourd'hui en Conseil de ministre, c'est-à-dire que c'est possible qu'il ait décidé de façon délibérée, effectivement, de partir. Nous sommes des êtres humains. Peut-être que la pression, parce que vous voyez qu'il se retrouve entre deux régimes. Et donc cette pression peut peut-être l'amener à dire, bon, écoutez, pour permettre au chef de l'État d'être plus proactif et de pouvoir effectivement être... Il peut décider effectivement de se retirer. Bon, l'évaluation du gouvernement, nous on n'a pas eu les notes. Oui. Je pense qu'on n'a pas eu les notes. Je pense que si on devait, sur la base des informations qu'on a, je pense que c'est pas le... Si on doit apprécier même les réalisations sur le terrain, je pense qu'il y a des ministres qui n'ont pas fait ce que lui il a fait. D'accord. En fait, donc, voilà ce que je veux dire. Naba Sevgo, alors, pour certains, est-ce pas aussi un fusible qu'on saute face au regain relatif des choses, des violences, bon, pour des attaques terroristes? Ouais. Pour moi, n'eût été le fait que le Burkina manque d'une culture, la culture de la démission. Et quand Roch Kaboré laissait ce pays à Damiba, je peux dire que notre mouvement était limité peut-être à près de 200 km. Ça veut dire, tu quittes Ouagadougou, tu peux aller jusqu'à Dori sans problème. Tu peux aller à Bobo sans problème. Tu peux aller à Wayouguia sans problème. Avec le pouvoir de président Sandaogo, avec le ministre de la Défense Semporé,
cette liberté-là s'est rétrécie. Alors, à 100 km aujourd'hui, au-delà de 100 km aujourd'hui, quand tu pars... On pourra dire que le ver était déjà dans le fruit. Voilà, le ver était dans le fruit. Déjà, et ils sont venus pour tuer le ver. Voilà, ils sont venus pour tuer le ver. Et je ne peux pas dire qu'ils ont permis au ver, mais le ver a persisté, venir à 100 km au port de Ouagadougou. Donc, quelque part pour moi, le ministre de la Défense aurait même dû démissionner parce qu'il a pris une situation qui est allée d'aggravation en aggravation. Il ne l'a pas fait. Le président l'a débarqué. Je me dis, c'est bien que maintenant on nous trouve quelqu'un ou le président même qui pourra encore faire mieux pour qu'on puisse recouvrir notre territoire. C'est l'essentiel. Labidi Naba, alors c'est la même question. Hein? Est-ce qu'un fusible qu'on saute face au relatif regain des violences ces temps-ci? 35 civils tués, 2 soldats tombés, 8 soldats dans la nuit d'hier. Et tout ça qui explique... Non, comme je le disais, tous les ministres du gouvernement sont susceptibles de changement. Voilà. Il suffira... Comme si on ne change pas une équipe qui gagne. Oui, voilà. Ça c'est vrai, mais il faut dire que pour le cas de la défense, ici, je ne pense pas que ce soit un fusible qu'on saute. C'est plutôt... il faut regarder plutôt les perspectives. Parce qu'ici, on n'a pas enlevé le ministre de la Défense pour le remplacer par un autre ministre. Certes, il y a un ministre délégué, mais il faut dire que le ministère plein, le portefeuille plein, revient au chef de l'État. Au chef suprême des armées. C'est le message de cette récupération, de cette responsabilité militaire-là qui devra plutôt intéresser l'opinion publique. Parce qu'ici, le président Sandaogo dit de façon assez claire que les responsabilités liées aux charges du ministère de la Défense, il va les assumer désormais. Vous savez que c'est un risque que les présidents passés ont pris, que lui aussi prend aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'urgence au niveau de l'armée est l'urgence, si vous me permettez le terme, la plus prioritaire. C'est la priorité des priorités. Et ici, je pense que le président Sandaogo s'arroge de ce portefeuille-là pour pouvoir régler des problèmes qui, à mon sens, n'avançaient pas à la vitesse qu'il voulait. Aujourd'hui, on a des équipements qui doivent venir. Il faut commander d'autres équipements. Il y a des ministères qui sont aussi de façon stratégique, jouent leur rôle. Par exemple, quand vous prenez l'action sociale, la solidarité et tout le gouvernement d'ailleurs doit être un gouvernement de combat. Et je pense que en prenant ce ministère, ça va lui permettre non seulement de galvaniser les autres ministres, et aussi en montrant dans les faits, ce qui se fera dans les jours à venir, le changement qu'il apportera dans la conduite de ce ministère-là sera un cas d'école pour tous les autres ministres. Parce qu'il faut le dire, quand on regarde ce gouvernement de loin, bon, il est un peu... bon, je vais peut-être faire l'économie de certains mots, mais on a besoin d'un gouvernement beaucoup plus combatif que cela. Nous sommes en guerre et je pense que... Soyez en rassurés, je vais revenir sur ça. Alors, monsieur Zanzi, une idée pour ne pas que ça m'échappe. Allez-y. Une autre analyse, vous voyez qu'il y a le général Kéré, non? Le directeur de cabinet militaire, qui était l'ancien inspecteur général des services, qui a conduit le rapport d'INATA. Alors, il se pourrait que
en analysant peut-être que le ministre de la Défense étant dans une situation de conflit d'intérêts. Vous voyez, quand on veut, puisqu'il était en deux régimes, si on veut effectivement ouvrir le rapport d'Inata étant dans une situation de conflit d'intérêts, ça peut être effectivement qu'il ne soit pas dans une situation de gêne, qu'il soit effectivement mis à l'écart, pour effectivement permettre de voir effectivement ce qu'il y a dans ce rapport. Vous savez que l'opinion attend toujours de savoir la vérité. Donc quand je regarde, non seulement, donc il y a un nouveau IGS qui a été nommé, et puis l'ancien inspecteur a été maintenant promu général et puis nommé directeur de cabinet. Donc quand on fait l'analyse, on peut se dire, c'est possible. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Zanzé, alors justement, que peut changer ce jeu de chaises? Bon, vous parlez de jeu de chaises, moi je ne parlerai pas de jeu de chaises, mais avant tout, je vais juste souligner deux éléments que vous avez abordés qui, à mon sens, méritent d'être encadrés, sinon recadrés. Lorsque on parle de la trahison du président Roch-Marc Christian Kaboré par le général Aimé Barthélemy Semporé, je souhaite vraiment qu'on essaie de d'élucider cela. Et puis ensuite, lorsque nous parlons on ne change pas une équipe qui gagne, je veux aussi qu'on s'apaisantisse un peu là-dessus. En peu de mots, je vais dire, à un moment donné, le général Aimé Barthélemy Semporé a été convié pour la conduite de l'institution de la défense de notre cher pays. Et je l'ai dit un peu tout de suite, le parcours de ce monsieur que je connais plus ou moins personnellement pour avoir été son élève de très loin. Et j'ai dit que ceux-là qui tiennent le pouvoir ont été plus ou moins ses élèves. Conséquent, c'est quelqu'un qui connaît réellement au moins la dimension stratégique de l'appareil militaire. Même si la dimension opérationnelle pourrait l'échapper parce que il n'est pas sur le terrain comme des officiers de la trempe de colonel Bamouni, de la trempe du colonel Gilles Batiuno, mais il est au moins dans la dynamique de la conception. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit que le président Roch-Marc Christian Kaboré l'avait fait appel. Ça, il faut le dire. Le général Aimé Barthélemy Semporé, c'est un fin connaisseur du livre, du papier. Voilà, c'est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas lui jeter l'anathème. Et je doute fort qu'il soit amené à un moment donné, effectivement, à avoir trahi le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et si tel a été le cas, je peux me tromper d'analyse, je peux me tromper d'appréciation, mais qu'il soit arrivé effectivement à se retrouver dans le gouvernement du président Damiba, c'est possible que les gens pensent ainsi. Mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que même moi, aujourd'hui, je dis que si même le diable m'appelle pour venir être à son service, j'irai. Je vais aller juste dire au diable que, monsieur le diable, ce que vous êtes en train de faire aux enfants de Dieu n'est pas bien. Voici ce que je vous propose, sinon le jour du jugement dernier, Dieu va mal vous fouetter. Et moi, je apporte mon expertise, libre au diable d'accepter ou non. Et maintenant, si effectivement, il est arrivé à un moment donné que ma façon de faire ne correspond pas à la manière dont on m'a recommandé les actions, c'est normal qu'on me dise, mais écoute, donne-nous le crachoir parce que ici, là, nous voulons aller dans ce sens et nous voulons aller très rapidement alors que vous traînez le pas. Je pense un peu ça. Et pour souligner le cas où vous avez parlé, par exemple, on ne change pas l'équipe qui gagne. Non, techniquement, mon équipe qu'est le Barcelone vient de perdre terriblement. Si Iniesta était encore sur le terrain, c'est sûr qu'à un moment donné, on allait le changer parce que c'est un grand distributeur de balles. Et il y a des gens qui vont très vite sur les côtés comme les Thierry Henry. On a besoin, en fonction de la situation donnée, de changer quelqu'un qui est techniquement très posé, mais qui ne va pas vite. Or, on a besoin de gagner le match. Le peuple attend des victoires. Si, par exemple, je suppose, j'ai bien dit que nous sommes dans des supputations, nous sommes dans des analyses, nous sommes encore dans des hypothèses. Rien ne nous dit que c'est effectivement ça. Il se trouve, par exemple, que le général Aimé Barthélemy Semporé, ce soit quelqu'un qui travaille avec méthode. Il veut dépouiller les textes, les documents de 200 pages, de 300 pages, de pièce en pièce. Pendant que, par exemple, au COTN, le colonel Bamouni a besoin rapidement qu'on recouvre Solenzo. Parce que le peuple est en train de mourir. Pendant, par exemple, que tu es en train d'avoir soif de faim. On veut aller. Et toi, tu es là, tu veux, par exemple, traîner. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ce sont des analyses. Et si tel est le cas, naturellement, le colonel Bamouni va appeler depuis le COTN, mais écoutez, moi, je veux que l'hélico décolle, parce qu'on veut frapper. Et si le ministre de la Défense traîne le pas, il va rendre compte au chef d'État, le chef de l'État dit, mais écoutez, les gars,
Si c'est le cas, ok, donnez-moi le portefeuille, on va communiquer rapidement pour voir ce que ça va donner. Je pense que c'est un peu plus ou moins dans ce type d'état d'esprit que le président d'Amiba, que je connais, je le dis encore plus ou moins bien, parce que c'est un être humain qui est serein, qui a la tête sur les épaules et qui sait ce qu'il fait. Bien qu'on peut se poser toutes les questions, même moi à sa place, je n'aurais même pas laissé le portefeuille à quelqu'un depuis fort longtemps. J'aurais récupéré ce portefeuille ministériel et mieux, le ministère de la Sécurité intérieure. Je l'aurais récupéré avec moi, pas pour des avantages d'argent, mais pour permettre effectivement aux choses d'aller très vite. Parce que ce sont des... L'être humain en lui-même est un concentré de tous les ministères. L'économie, les finances, on lui rend compte. Donc il a besoin d'aller très vite et je pense que peut-être que c'est l'ensemble de tous ces aspects. Et pour dire que ce changement, je pense humblement que ça peut aller. Et le colonel Silas Keita, c'est aussi quelqu'un qui fait plus ou moins l'unanimité dans l'armée. Si vous partez à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, pour ceux qui le connaissent depuis qu'il était encore sous-officier subalterne, c'est un modèle, c'est un meneur d'hommes, c'est un rassembleur, c'est un homme d'action, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui va très vite. Conséquence, le président, je ne pense pas qu'il soit là en train de faire des remaniements à la batte à soie, parce que vous n'attendez pas que le piston de votre moteur soit foutu avant de le changer. Bien dit. Alors, est-ce que le président d'Amiba ne prend pas un gros risque ici en s'attribuant effectivement ce portefeuille de la défense? Bon, pour moi, ça risque d'être une lourdeur, parce qu'il est déjà suffisamment chargé. Alors, mais comme M. Libouré, le connaisseur du général Saint-Poré fait ses éloges. Et, bon, ici, il risque de nous embrouiller même avec la connaissance du général, du président et autres. Parce que depuis longtemps, on nous parle d'une armée qui monte en puissance. Pour moi, si l'armée monte effectivement en puissance, avec le général Saint-Poré, il n'y a pas de raison de changer le général Saint-Poré. Si le général Saint-Poré a été changé, c'est qu'il y a un problème. Soit l'armée ne monte pas en puissance, soit il y a autre chose, ou il y a un problème personnel. Donc aujourd'hui, faire les éloges de Saint-Poré, à la fois les éloges du président d'Amiba, je crois que c'est mettre en déroute ces gens-là. Je crois que le gouvernement aujourd'hui aurait mieux fait de nommer M. Libouré comme porte-parole du gouvernement. Il est un fin défenseur. Non, mais le fait qu'il met ses opinions. De toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans un problème très sérieux. Comme quelqu'un a parlé ici de Solanzo, aujourd'hui, il y a la route Wayougia, route Kaya, un peu partout. Qu'on soit sérieux et qu'on demande à ces dirigeants-là de chercher une stratégie qui puisse nous sortir de là. Nous sommes là, chaque fois, on fait des débats. Je crois qu'on doit maintenant même commencer à faire des propositions pour les permettre aussi d'écouter et d'avancer. Sinon, nous risquons de d'encourager ces gens-là. Et demain, c'est au réveil que nous risquons de nous retrouver là où on ne veut pas. Moi, je pense que le président d'Amiba, il n'a pas pris un gros risque si il est conscient des problèmes que nous vivons. Mais si effectivement l'armée monte en puissance, comme on le dit, et qu'il débarque le chef de l'armée, là il y a problème. Monsieur Traoré, je veux juste quelques secondes pour apporter des éléments d'appréciation. Il est très important que nous ayons la subtilité des mots que nous utilisons. En aucun cas, je ne fais les éloges de quelqu'un. J'apporte des éléments d'appréciation que peut-être que vous n'en avez pas. Je connais le colonel Aimé Barthélemy Saint-Poré pour avoir été sous sa coupe. Le problème, et du coup, le colonel Aimé Barthélemy Saint-Poré a occupé des postes de responsabilité très stratégiques qui n'étaient pas sous Roch-Marc Christian Kaboré. C'est depuis le président Blaise Compaoré qu'il occupait ces postes, qui font de lui un homme qui a travaillé aussi au niveau des institutions onusiennes. Si vous regardez, non, quand je suis désolé de dire, par exemple, à Naba, s'il vous plaît, que lorsque Naba démarre sa voiture en train de rouler en pleine vitesse, ce n'est pas pourtant que la croix de transmission ne peut pas se briser à un moment donné. Ou qu'à un moment donné, il puisse sentir qu'effectivement, la croix de transmission n'est plus en même. Ce n'est pas pour rien qu'il ouvre le capot de son véhicule pour compléter l'eau du radiateur. Ce n'est pas par moment que l'entraîneur, quand vous prenez José Mourinho, il peut dire à telle personne de sortir parce que son énergie n'est plus adaptée à ce système du jeu du match. Et c'est de ça que moi je parle techniquement. Il faut voir en réalité. Ça peut être un problème de personne comme ça peut être une réalité pour s'adapter à la situation. Donc ne voyons pas toujours les choses en très mal et pour estimer qu'en fait si l'armée monte en puissance, ce n'est pas le général Aimé Barthélemy Saint-Poré qui est au front. Non.
ce sont des hommes qui sont au front, qui donnent l'assaut. Le général Aimé Barthélémy Sempore n'est qu'un concepteur. Il n'est que quelqu'un qui propose des plans ou des dispositions de sortie de crise. Et les hommes qui sont sur le terrain, effectivement, les mettent en œuvre. S'il se trouve maintenant que l'ensemble des orientations que le général Aimé Barthélémy Sempore propose ne vont pas très vite en réalité, à supposer que le monsieur général Aimé Barthélémy Sempore dise dans l'une de ses déclarations qu'on va organiser une journée de refus du terrorisme. Pendant que les gens à Tius ont faim, pendant que Solenzo dit être occupé. Et quand ce type de discours arrive, lui qui est un homme de méthode, lui qui est un homme qui prend en compte toutes les dimensions onusiennes, etc., alors que le peuple ne veut pas ça. Et le peuple a besoin d'actions fortes pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que le chef d'État fait? Il a besoin de l'adhésion du peuple. Et avec un ministre, par exemple, je ne dis pas que c'est ce qu'il y a, avec un ministre, par exemple, comme ça, il aura du mal, effectivement, à pouvoir avoir l'adhésion du peuple. Conséquence, il faut trouver quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui est proactif. Je ne dis pas que le général Barthélémy est inactif ou qu'il n'est pas proactif, mais il a son rythme de marche. Il a sa façon d'avancer. Vous ne demanderez pas quand même au caméléon qu'il court de la même façon que le lièvre, ou encore à la tortue qu'il avance au même rythme que le caméléon. Il y a quand même une différence. Alors, disons, Nava Severo l'a évoqué en temps, l'expérience montrant les prédécesseurs, Roch Kaboré, Blaise Compaoré, s'attribuer le ministère de la Défense, ça s'avère un peu inopérant, ça. Inopérant. On fait l'exception, souvent, on peut aussi un peu expliquer la règle. Non. Inopérant, je ne dirais pas ainsi. Si on prend le cas de Blaise Compaoré, ce n'est pas parce qu'il a pris le ministère de la Défense que ce qui lui est arrivé en fin 2014 lui est arrivé. Non, ce n'est pas ça. C'est un concours de circonstances, de plusieurs forfaitures arrivés à maturation. Un concours de circonstances. Voilà, qui l'a renversé. Pour le cas du président Roch, s'il avait un ministre de la Défense qui avait justement ces questions militaires en charge, on peut effectivement penser que il a travaillé à appuyer les putschistes. Dans tous les cas, on a pu bien voir ce qui s'est passé ce jour. Mais est-ce que la situation n'est pas venue même soulager le président Roch? C'est une question qu'on peut lui poser. Donc, je voudrais tout simplement dire qu'ici, concernant le président Damiba, personnellement, je ne vois que des perspectives intéressantes au plan la réorganisation de l'armée. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, tout le gouvernement devrait aller très rapidement dans ses actions. Et ces actions, les actions de chaque ministère devraient être orientées sur la réponse sécuritaire, sur la réponse humanitaire. On ne devrait plus avoir beaucoup d'autres agendas. Et faisant ce remaniement, ça permet au président Damiba, qui a le consensus de tout le gouvernement, donc de tous les ministères, de pouvoir appuyer sur beaucoup de leviers de façon diligente et apporter très rapidement les réponses. Parce que le peuple burkinabé attend vraiment ces actions-là, ces impacts-là au plan individuel et collectif. Monsieur Ouedraogo, est-ce que si on peut dire que c'est une manière honorable de faire sortir le général Sempore pour enfin nommer après un nouveau ministre plein de la Défense? Oui, c'est des possibilités. À marge du Conseil des ministres, il a reçu des honneurs, des félicitations. Oui, c'est pas exclu que dans les jours à venir, qu'il occupe un certain nombre de fonctions pour continuer à jouer son rôle. Ça, c'est pas exclu. Et ça, bon. Et puis je me dis, ces changements, quand vous regardez, un des avantages, c'est rendre efficace la chaîne de commandement. Donc, quand une décision doit quitter, ça, au niveau arriver au niveau du ministre de la Défense, avant d'arriver au niveau du chef de l'État qui est le chef suprême des armées. C'est-à-dire que vous voyez qu'en prenant le portefeuille, on rend efficace le commandement et ça pourrait y aller. Et l'un dans l'autre,
le commandant, c'est-à-dire que le commandant de bord, là, c'est l'armée toujours, hein. Rien n'a changé. Si c'était un civil, quand c'est un civil, et que vous mettez, donc quand peut-être le ministre de la Défense est un civil, mais ici, là, en réalité, quand vous regardez dans le fond, le commandement est toujours l'armée. Point barre. D'accord. Alors, on va conclure hein, ce sujet. Alors, par exemple, vous l'avez... Bon, oui, ça peut aller, mais il le disait, est-ce que il faut pas... c'est pas le moment aussi de procéder à un remaniement global de ce... Oui, vous me donnez l'occasion vraiment d'apporter mon appréciation parce sur que les vous n'avez actions, même pas l'air d'être sur les actions du gouvernement. Les 25 ministres ne sont pas, Oui, ils sont pas tous autant. Ce qu'il faut dire, Oui. il faut dire que la lutte contre le terrorisme est une lutte multidimensionnelle. Ce n'est pas à un seul niveau, ce n'est pas au niveau uniquement de l'armée qu'il faut apporter militaire, la quoi. réponse. Et ayant un gouvernement de cette nature, où chacun a des responsabilités, je le disais tantôt, chaque ministère devrait, si j'étais à la place de Damiba, j'aurais demandé à chaque ministère de m'apporter 3 points, 3 actions urgentes en lien avec la lutte contre le terrorisme et en lien avec la réponse humanitaire que nous devons donner et les perspectives voilà, sur le plan de la gouvernance et des élections. Parce que le gouvernement doit être un gouvernement de combat. Depuis Sourok, nous l'avons demandé, mais jusqu'ici... Mais le gouvernement de Albert Ouedraogo, il vous semble quoi? Pas un gouvernement de combat? On doit avoir ici, il y a vraiment des choses qui doivent être faites pour alléger même les tâches du président du Faso. Quand vous regardez dans les autres transitions, il faut qu'on ait, par exemple, au niveau de la diplomatie, il faut qu'on ait une diplomatie agressive, une diplomatie qui va chercher des réponses à l'extérieur pour convaincre, disons, les partenaires à appuyer. C'est le constat. Voilà. Le président, il est à Bamako, à Abidjan, à Niamey tout récemment, on en oui, mais ça c'est le chef de l'État lui-même qui le fait. Chaque ministre doit repenser l'action dans le contexte actuel que le pays vit. On a des déplacés, on a des gens qui meurent, on a des routes qui sautent. Ce n'est pas à l'armée d'apporter toutes ces réponses. Il faut que le gouvernement, dans une action collégiale, soit un gouvernement de combat, un gouvernement de lutte contre le terrorisme et de réponse à la crise Monsieur Ouedraogo, votre avis, il faut un remaniement beaucoup plus profond. Bon, en fait, pas de gouvernement de combat, est-ce que c'est votre constat en fait, ou pas? Bon, ça c'est, vous savez, ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est les sentiments, les ressentiments. Si vous observez bien, je crois que c'était le dimanche, hein. Oui. Le dimanche quand il y a eu le retard au niveau du journal de la RTB, et voilà, il y avait un message qui passait, on disait que le secrétaire général du gouvernement, il s'est fait près d'une dizaine de minutes. Alors donc les gens ont commencé à opiner. Bon, pour les gens, et par rapport aux annonces qui avaient été faites, dont les gens pensaient à effectivement un remaniement plus profond que ça, parce qu'il y avait un certain nombre de rumeurs par-ci par-là pour assurer davantage la cohérence de l'action gouvernementale. Parce que le problème du gouvernement, quand il n'y a pas de cohérence dans l'action gouvernementale, on ne va pas ressentir les effets très vite. Bon, mais ce n'est pas exclu. C'est le chef de l'État qui décide. D'accord. Voilà. Navassego, y a-t-il cette nécécité de fonder je ne trouve pas, puisque ce n'est pas un gouvernement, le président n'a pas été élu par le peuple, il a mis les hommes avec qui il peut travailler. Et dans ceux qu'il a mis, quand vous regardez quand même, il y a des gens qui font leur travail, qui font correctement leur travail. Je prends Bassolma Bazir qui fait quand même un bon travail.
Le ministre de la Santé, vous voyez qu'il fait un bon travail. L'action humanitaire. Oui, mais vous voyez que aussi il y a des ministres qu'on ne voit pas, on n'entend pas. Moi, je crois que aujourd'hui, ce que le président Damiba pourrait faire... Il y a la nécessité de réaménager un peu. Non, réaménager, pour moi, c'est même supprimer pour le moment certains ministères afin d'avoir un petit groupe de ministres. Vous faites allusion à quel ministère, par exemple? Non, je ne peux pas citer de ministère puisque je peux avoir besoin de quelque chose là. Sinon, quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, nos agriculteurs, ils sont où? Ils sont devenus des réfugiés. Ils cultivent où? Voilà, il y a beaucoup de cas où on pouvait alléger par rapport au train de vie de l'État, ça allait beaucoup aider pour pouvoir avancer. Sinon, il a fait son coup d'État, il a mis son gouvernement et chacun doit mettre des gens avec qui il peut travailler. Pour moi, je crois que c'est bon. D'accord. Monsieur Zanzé? Pour ma part, personnellement, une parenthèse, pour dire que si j'avais l'occasion de fuir le village de Nawa pour ne pas être son sujet, moi j'allais fuir. Parce qu'il est tellement catégorique que, en tant que chef traditionnel. Mais je veux dire, pour ce que nous parlons par exemple des histoires de ce gouvernement-là, maniement ou remaniement ministériel, ce n'est pas ce qui est plus important. Je crois que M. Nabal Labiti a dit quelque chose qui est très intéressant, qui moi me préoccupe. Je veux que le président Damiba arrive à mettre le pied sur l'accélérateur de sorte à ce que ses ministres autour de lui permettent de réfléchir, de souffler un temps soit peu, que chacun travaille. Moi, je n'aime pas parler sur beaucoup de fronts à la fois. Prenons un exemple simple. Que vous preniez l'exemple de l'action humanitaire. Je ne sais pas c'est quel ministère qui s'en occupe. Regardez l'exemple des talibés. Regardez l'exemple des garibous dans la société qui, avec un rapprochement de toutes ces personnes déplacées internes qui sont à travers le pays. Ce ne sont pas les militaires qui vont venir avec leur Kalachnikov vérifier ou s'assurer de voir ces gens-là, ils ont mangé, comment ils sont dangereux pour nous ou pas. Il y a un ensemble, il y a un ministère qui est dédié à ça. Qu'est-ce que ces gens font, par exemple, pour encadrer l'action? Je pense que ce n'est pas au président Damiba de sortir encore pour faire le travail. Mais l'un dans l'autre, à la fin, c'est le président Damiba. Parce que c'est lui qui a nommé ces gens-là à leur poste. Donc s'ils ne font pas bien leur travail, nous, on ne regarde quelqu'un d'autre que le président Damiba himself. Donc il a ce devoir et cette obligation-là d'avoir le pied sur l'accélérateur. Comme j'aime le dire, son travail-là, c'est comme le conducteur d'un véhicule automobile. Il y a l'accélérateur, il y a le frein à main, il y a par exemple le essuie-glace, etc. Et tous ces aspects. Il doit la ceinture de sécurité. Donc il doit observer tous ces aspects-là. Et quand j'ai pris cet exemple, c'est pour dire, aujourd'hui, il est très difficile. J'ai déjà parlé il y a quand même un bon bout de temps pour ces garibous, pour ces talibés-là, qu'il faut suivre toutes ces personnes déplacées. On a des femmes, on a des enfants, des jeunes filles qui sont abandonnées dans la situation et on ne voit pas de jeunes garçons agir. Pourquoi il ne faut pas les encadrer rapidement pour pouvoir éviter le pire? Le deuxième sujet, vous voulez... Oui, en fait, c'était pour dire qu'il y a trois résultats que le président Damiba devrait demander à tous ses ministres. Le premier résultat, c'est comment faire pour stabiliser le flux de PDI. Deuxièmement, comment consolider les capacités de notre armée. Et le dernier, comment recouvrir le recouvrement territorial et le rétablissement de l'exécutif local. Donc ces ministres-là devraient réfléchir sur ça, chacun dans son action, apporter des réponses synergiques, comme M. Ouedraogo l'a relevé, afin que dans une trajectoire globale, on puisse avancer. Sinon, on va aller par tâtonnement et on perd vraiment de l'énergie. D'accord, merci bien. On évoque le deuxième thème de ce débat au cœur de la communication du pouvoir Damiba. Visite de travail à Niamey qui a plus fait parler de l'accoutrement du président que l'objet même de la dite visite, le fait d'aller en tenue civile. C'était la première fois que les Burkinabés voyaient Damiba en tenue civile. Ça a créé des tollés, fait couler beaucoup d'engrais de salive. Monsieur Ouedraogo, ça vous fait sourire déjà. Quel est le message que le président Damiba a voulu peut-être faire passer à travers cet accoutrement? Alors, quand j'ai vu... Un chef de guerre. Non, en fait ici, vous savez, les relations entre pays, ça s'inscrit dans la diplomatie et les relations internationales. Si vous voulez venir chez moi, je vous donne un minimum de conditions pour que vous arriviez. Ça, c'est le minimum. Donc, quand moi j'ai vu le changement de tenue, je me suis dit, c'est pas...
c'est le président qui devait le recevoir, le connaissant, le président Bazoum. Vous connaissez sa position par rapport aux militaires. Donc il a donné son minimum de conditions. Que la délégation soit en tenue civile. Ça, c'est le minimum. Et là, j'ai apprécié. C'est ça la hauteur, c'est ça la responsabilité. Et si ce n'était pas fait et qu'on arrive à des clashs, à ce qu'on appelle des incidents diplomatiques, oui. C'est ça qui n'est pas bien. On donne les conditions. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, vous venez. Et je pense que ça a été respecté. Et bravo. D'accord. Nava Sevgo. Bon, de toute façon, tenue civile, tenue militaire, tout est humain. Voilà, seulement c'est le président Damiba lui-même qui nous a habitués en tenue militaire. Donc quand on a vu ça pour une fois, on était étonnés. Bon, alors que c'est aussi un humain comme nous. Mais je ne suis pas d'accord que par exemple le président du Niger demande à ce qu'il vienne en tenue civile. Non, c'est une hypothèse. Voilà, si c'est le cas, je ne suis pas d'accord parce que au temps de Sankara se présentait en tenue militaire avec son arme. Et une fois, ils l'ont demandé même de se désarmer. Il a refusé parce que il y en a qui étaient plus armés que lui, mais cachés. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, tu es militaire, il n'y a pas de honte à être militaire. Tu as fait un coup d'État, tu as pris ton pays, le pays. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Là où tu vas, tu te mets en tenue militaire pour qu'on sache que c'est un militaire qui vient. Eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas un civil. Donc, s'il vient chez eux, c'est un militaire qui vient. Voilà. Donc, aujourd'hui, s'il y a des 49 militaires au Mali, là, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont militaires. Donc, civil. Monsieur Labidi. Bon, sur ce point-là, on dit que la plume fait l'oiseau. Et même si la plume fait l'oiseau, l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire que les apparats que nous portons ne peuvent pas influer sur notre détermination et notre déterminisme. Mais il serait déplorable que ce changement de tenue soit quelque chose qui a été influencé, par surtout des gens de l'extérieur. Si c'est ce cas, bon, c'est vraiment déplorable. Sinon, tous les chefs militaires au pouvoir aujourd'hui, dans certaines circonstances, ont été dans des tenues qui adaptées, soit à la mosquée avec une tenue adaptée ou dans d'autres circonstances. D'accord, monsieur Zanzé, alors pour aller encore plus en profondeur au cadre de la communication du pouvoir d'Amiba, il y a aussi que on parle d'acquisition de matériel. Lui, il le dit régulièrement avec certitude qu'il y a des matériels mais sans communication. Le président qui fait souvent des déclarations, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Celui qui veut, il n'a qu'à faire son coup d'État. Est-ce que le MPSC n'a pas mal à sa communication selon vous? Bon, je vais répondre à votre question, mais je ne vais pas déroger à la règle. Je veux répondre à ceux dont les uns et les autres ont parlé par rapport à l'habillement. Vous avez parlé d'accoutrement. Je préfère que nous parlons de la tenue du président d'Amiba lorsqu'il se rendait au Niger. Vous savez, j'aime à le dire certaines choses de façon très basique. Lorsque nous étions en train de venir sur ce plateau de télé, je suis sûr que chacun a pris une tenue soigneuse pour porter. Même si vous ne nous avez pas imposé quoi que ce soit, parce qu'on s'est dit qu'on va passer à l'écran télévisé, il ne faut quand même pas venir de façon délabrée. Aussi, quand nous partons à l'église, nous prenons le soin de bien nous habiller. Aussi, quand nous partons en boîte de nuit, nous allons mettre peut-être des jeans plaqués body, etc. Donc, ça veut dire que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et cette commande-là, elle n'est pas forcément que violence. Et le président Bazoum, comme Alidou l'a dit, vous le connaissez très bien pour son intelligence face à face aux putschistes. Et le président d'Amiba n'est pas en marge de ces personnes. Ce que moi j'ai apprécié, c'est la grandeur d'âme de l'homme. Le président d'Amiba sait très bien ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que Naba, à ma droite, a dit tout de suite qu'il ne cite pas le nom d'un ministère? Parce qu'il a dit lui-même qu'il peut avoir besoin de quelque chose là-bas demain. Conséquence, il ne donne pas le nom d'un ministère. Et vous voulez maintenant que le président d'Amiba himself, qui a besoin de l'accompagnement, par exemple, du Niger, dont nous avons une marge frontière, une grande frontière avec, pour qu'il refuse, par exemple, je ne sais pas si c'est effectivement la consigne qui a été donnée, mais je pense qu'à plus de 80%, c'est effectivement une consigne ou une directive ou bien une mesure diplomatique, parce que le président Bazoum a besoin aussi d'être vu de l'extérieur de façon positive. Et si tel est le cas,
c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est une grandeur d'âme, c'est une magnanimité qu'il faut vraiment apprécier. Ceci étant, moi je vais revenir pour répondre pratiquement à la question que vous m'avez posée directement. C'est la question de l'achat d'armement. Regardez, vous avez parlé, celui qui se bat pour... Moi je pense que l'homme est militaire. Il s'adresse parfois à des gens. J'ai parlé une fois de la communication d'électrochoc. Avec votre épouse, il vous arrive de dire certaines choses. Quand elle passe le temps à vous dire, par exemple, si vous ne faites rien, elle va rentrer chez ses parents. Il peut vous arriver que vous dites non, si tu veux, il faut partir. Cela ne veut pas dire que vous l'incitez à partir. Cela ne veut pas dire que quand le président Damiba dit ça, il appelle les gens à faire des coups d'État. Mais c'est une façon aussi de faire passer un message. Et ce message est très important. Prenons un fait très simple pour qu'on puisse se comprendre. Comment vous pensez qu'un monsieur qui a eu le courage d'exposer sa vie pour aller prendre le pouvoir des mains d'un président démocratiquement élu qui savait qu'il avait une garde farouchement armée pour la protection de ce chef de l'État-là, va prendre le pouvoir? C'est quand même un risque important. Il ne va quand même pas demander... Oui, effectivement, il s'est battu pour sa chose, comme vous aimez le dire. Et moi, ce qui est intéressant, bon, moi je ne rentre pas dans ces types de lucubration ou d'hypothèses, mais je veux qu'on essaie de voir quelque chose de très près et qui est important. Thomas Sankara avec Blaise Compaoré, ils ne se sont pas battus pour leurs choses. Je ne suis pas en train de comparer les gens parce que le président lui-même a dit qu'il n'a pas à se comparer à qui que ce soit. Il a sa personne, il a sa ligne de conduite. Mais ce que je veux dire simplement, pour sa communication de façon précise, est-ce qu'il était opportun de faire du vacarme autour de l'achat de l'armement? Parce que vous voyez que le président Damiba lui-même, il communique plus pratiquement sur beaucoup d'aspects. Parce qu'à un moment donné, il avait fait le choix de communiquer. Mais s'il trouve que sa communication n'est pas appréciée des gens, il vaut mieux se taire et observer les gens. Et aujourd'hui, effectivement, l'exemple dont je vais vous citer là, c'est que c'est nous-mêmes, les Moussi disent, c'est nous qui jouons nos propres tam-tams et c'est nous qui dansons notre propre danse. On a vu tout récemment où des gens ont crié, ils ont vociféré. Des médias officiels ont dit par exemple que des individus armés ont pris d'assaut le haut commissariat de Solenzo et qu'ils ont même pris élu domicile. Pendant au moins près d'une semaine, le gouvernement écoute silencieux. Moi j'étais persuadé d'une chose, que même dans le cauchemar, le rêve le plus sordide de ces gens-là, ils ne peuvent pas aller élire domicile. Mais c'est des médias sérieux qui ont écrit, des activistes pas des moindres, qui ont effectivement relayé l'information, partagé. Et à la limite, à la fin, ce sont les mêmes qui sont revenus encore dire, sans que le gouvernement n'ait dit mot, sans que le président Damiba n'ait pipé mot, sans que la direction de la communication des relations publiques des armées n'ait pipé un seul mot. Parce qu'ils savent ce qu'ils font sur le terrain. Sans que le colonel Bamouni de l'autre côté n'ait dit mot, sans que le ministre de la Défense n'ait dit mot. Ce sont les mêmes médias qui sont revenus pour dire ce n'est pas vrai, les images ne sont pas authentiques, ce ne sont pas originales. C'est aussi une stratégie de communication. Parce que vous allez vous-même taper votre guembé, vous allez faire votre propre danse et vous allez finir par revenir pour dire la vérité. Puisqu'il est inutile à un moment donné de passer le temps à vouloir dire, bon, si vous dites, il y a vos détracteurs qui sont là. Ce que vous allez dire, même si vous déchirez votre cœur à un moment donné, celui qui est en face de vous ne peut pas voir cette blancheur, comme par exemple, je suis en train d'exposer des faits pratiques et n'a pas à estimer que je suis, par exemple, un fin défenseur du gouvernement. Il serait bon qu'on me donne le portefeuille de porte-parole du gouvernement. Si on plaide pour cela, même si je gagne le portefeuille ministériel, même si je porte le portefeuille ministériel, je le porte et je vais l'assumer pleinement parce que j'estime que j'ai l'ensemble des éléments nécessaires pour faire bouger effectivement beaucoup de choses. Pourquoi il ne faut pas? Donc il faut avoir quand même le courage de reconnaître que le Burkina Faso à un moment donné est arrivé à la croisée des chemins et que les gens sont divisés. Et moi, si j'ai vraiment un conseil à donner au président Damiba par rapport à son action de communication, c'est qu'un travail doit être effectivement fait à ce niveau. Parce que le peuple a besoin. Quand les gens disent que bon, il y a des Anis qui ont pris domicile, le sentiment d'insécurité est grand. Il faut arriver rapidement à recadrer. Si vous ne faites rien, ça va rassurer les gens. Et en ce laps de temps-là, il n'était pas exclu que le peuple sorte et manifester, et prendre d'assaut le palais présidentiel. On n'allait pas tirer sur eux et on allait renverser alors que c'est injustement fait et c'est fait à dessein. Qui sont ces personnes qui sont derrière? Je vais finir simplement par poser quelques questions à moi-même et à vous et aux téléspectateurs.
Prenez l'exemple banal de ces images qui ont été prises. Si même s'il était vrai qu'il y avait des amis qui avaient pris d'assaut, qui avaient élu domicile au haut commissariat, on peut se poser une première question. Qui est-ce qui ont fait les photos? C'est eux-mêmes ou ce sont des gens proches d'eux qui ont fait? Si c'est eux-mêmes qui ont fait les photos, quel était l'objectif recherché par ces gens-là en faisant ces photos, ces vidéos pour publier? Le traitement de l'information qui appartient aux hommes de médias voulait par exemple qu'ils réfléchissent à tous ces aspects. Est-ce que c'était opportun d'amener ces images sur la place publique? Pourquoi il ne fallait pas vérifier l'authenticité de ces images? Il y a quand même des algorithmes qui permettent de vérifier la vérification des informations, des images, pour voir d'où ça provient et quel est l'objectif recherché par ces gens. Si on ne le fait pas, on est en train de contredire le gouvernement, on est en train de contredire le pouvoir. Et pour finir, en 30 secondes, regardez simplement s'il vous plaît, au Mali tout près à côté, on est en train d'acclamer le président Goïta. Ce n'est pas rien. Vous n'allez pas voir un intellectuel malien. Ils sont rares, ceux-là qui vilipendent le président Goïta. Ce n'est pas parce qu'ils sont d'accord avec lui. Mais moi, ce qui me cœur, c'est que je retrouve des professeurs, je retrouve des docteurs, en tout cas des intellectuels, pas des moindres, des gens que j'ai beaucoup d'estime pour eux, qui jettent l'anathème sur le président de l'Union. Non, adressez-lui une correspondance. Moi, j'ai plusieurs fois écrit au président du HCRUN quand il était là pour la réconciliation nationale. Et les documents sont encore là, mais je suis très jeune. Vous les adressez le président. Demandez-lui un tête-à-tête avec le président. Et crachez-lui les vérités. C'est ça qu'on appelle un homme qui cherche à bâtir la nation. Le lien sale se lave en famille. Mais si vous ne le faites pas, c'est dégueulasse. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Hein. C'est vrai que, bon, fidèles téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Bonsoir.